Bonjour, je suis Bertrand Michaud, vétérinaire exclusif en ophtalmologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de l'échographie en ophtalmologie vétérinaire. Vous pouvez déjà charger mes coordonnées en cliquant sur ce QR code à votre disposition ici. Le principe aujourd'hui, c'est de faire une présentation en deux parties. La première partie abordera les principes physiques de l'échographie et leur application en ophtalmologie vétérinaire. Je remercie la société FAS qui m'a donné l'idée de réaliser cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons voir en pratique qu'est-ce que c'est que l'échographie en ophtalmologie vétérinaire. Vous pouvez retrouver en fait la présentation intégralement en flashant ce QR code également sur le site visionanimal.fr. L'échographie en ophtalmologie, c'est un examen qui est non invasif, mais qui doit faire partie intégrante de l'examen ophtalmologique complet. C'est-à-dire que lors de l'examen ophtalmologique, vous allez faire vos examens classiques, climat à la menace, photomoteur, examen de la chambre antérieure, mesure de la sécrétion lacrymale, mesure de la pression intraoculaire, et l'échographie arrivera dans un second temps, lors des examens complémentaires. On va avoir recours à cet examen pour évaluer le contour et le contenu de l'œil, donc toutes les structures proches de l'œil et intraoculaires. Donc on va distinguer deux types d'échographie oculaire. L'image obtenue sera une image reconstruite par un logiciel et c'est là que prend tout son sens l'intérêt d'utiliser un appareil de bonne qualité puisqu'on peut avoir la meilleure des sondes du monde. Si le logiciel ne recalcule pas correctement les images obtenues, l'image ne sera que peu ou pas assez interprétable. Il y a de nombreuses indications en ophtalmologie, on va rapidement voir lesquelles et toujours appliquer donc cet examen dans le cadre d'une démarche complètement raisonnée et logique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous apprendre plusieurs notions, de voir quelles sont les indications de l'échographie, ainsi que les contre-indications, quel matériel vous allez pouvoir utiliser, ainsi que les techniques, différentes techniques d'examen. Également connaître les images de normalité chez l'animal. C'est ce que je dis toujours, comme pour toute intervention, tout geste technique, essayez de pratiquer sur des sujets qui sont tranquillisés ou anesthésiés pour envisager en fait et de voir de l'image normale. L'intégration d'images normales, la visualisation de ces images vous permettra de mieux savoir lorsqu'il y a une variation, si c'est une variation pathologique ou physiologique éventuellement de ce que vous voyez à l'échographie. Le principe général, l'échographie, c'est une évaluation qualitative et quantitative de lésions intraoculaires et orbitaires. La méthode, est une méthode sûre et souvent rapide, avec une courbe d'apprentissage qui est relativement facile. Ça peut être réalisé sur animal tranquillisé, mais également sur animal vigile. D'ailleurs, le plus souvent, c'est comme ça qu'on réalise cet examen. On verra en détail plus tard comment est-ce qu'on réalise cet examen. Un peu d'anatomie pour débuter, on va utiliser un modèle, en 3 dimensions, qui nous permettra de bien visualiser les différentes structures oculaires. Vous avez sur cette, visualisation-là, toutes les structures oculaires qui vont être représentées. Donc un œil, il y a à la fois en fait un aspect, extraoculaire, donc vous avez l'œil qui est au milieu d'un espace qui est délimité par des paupières supérieures et inférieures, ainsi que par une membrane nictitante qui se trouve à la base, de l'œil. Sur la face, on va regarder donc sur l'extérieur, vous avez plusieurs muscles extraoculaires, des droits dorsaux, droit ventral et cetera, ainsi que des muscles rétracteurs du bulbe qui vont permettre de reculer l'œil dans l'orbite. Il y a un espace qui est défini autour du nerf optique. Cet espace peut se combler, avec des abcès, des infections et l'œil se situe effectivement au-dessus de la dernière carnassière et des infections dentaires peuvent conduire à des modifications de la position de l'œil dans l'orbite. La face interne de l'œil, pardon, en coupe longitudinale, on va localiser donc des annexes. Donc les annexes, c'est ce qu'on appelle les paupières avec des glandes qui sont contenues dans ces paupières. Vous avez ensuite l'œil en lui-même avec plusieurs surfaces transparentes, donc bien souvent donc anéchogènes à l'échographie. On a la cornée avec une couche externe, l'épithélium, l'endothélium en couche interne, la chambre antérieure qui est constituée d'un liquide qui circule, qui chemine le long de l'iris, qui est produit au niveau des process ciliaires, des corps ciliaires, qui chemine entre l'iris et le cristallin avant de retourner au niveau d'une partie de l'œil qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Donc il y a vraiment en fait une circulation permanente de ce liquide dans l'œil.
Enfin, vous avez donc le cristallin qui est vraiment la partie de l'œil, en fait, qui va avoir un rôle clé puisqu'il joue un rôle dans la vision, dans l'accommodation de la lumière. Il fait converger les rayons de lumière dans une direction vers un point focal qui permet la vision précise et un rôle aussi de séparation entre les deux cavités, la cavité donc la chambre antérieure et le vitré, la chambre postérieure. Donc cette chambre postérieure, elle va être importante au niveau de l'œil, puisque c'est vraiment la chambre noire dans laquelle se forment les images. Vous avez le tapis rétinien enfin la rétine pardon, qui va tapisser tout le pôle postérieur de cette cavité, et on va pouvoir visualiser à l'échographie des éléments comme le nerf optique, vers lequel convergent tous les nerfs qui sont issus de photorécepteurs, et l'ensemble converge via le chiasma optique vers les aires optiques, les aires visuelles. Donc voilà, au niveau de l'organisation structurelle et anatomique de l'œil. Au niveau donc anatomique, on a fait le tour un petit peu de ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. L'indication principale de la réalisation d'une échographie en ophtalmologie, c'est la modification de la transparence de l'œil. Toute modification d'opacification de l'œil, que ça soit un œdème cornéen, un IPhéma, donc en chambre antérieure, un saignement en chambre antérieure, la présence d'une cataracte avec éventuellement ou non des adhérences, ou un saignement du segment postérieur, toutes ces variations qui ne vous permettent pas d'observer intégralement le globe oculaire vont devoir nécessiter le recours à une échographie directe. Le principe vraiment, c'est de le ritualiser. Cet examen est un examen facile, je vous recommande de le faire, même en préambule. Si les cas vous font peur, faites-le quand même avant de référer votre propriétaire. Ça vous permettra de grader l'urgence et l'importance de l'intervention d'un vétérinaire ophtalmologue vers qui vous enverriez les cas. Les causes également, lors de traumatismes oculaires, je conseille fortement la réalisation d'une échographie. C'est une sorte de bilan lésionnel global de l'œil, puisque souvent les structures ne sont pas transparentes. C'est difficile de voir, par exemple, sur ce cas-là, où il y a eu une lacération par un projectile balistique. Il peut y avoir donc des lésions annexes, des lésions périphériques. Je pense aussi à des lésions oculaires lorsqu'on a des morsures au niveau de l'œil. Et certaines maladies orbitaires comme l'hypertension peuvent conduire à la nécessité de réalisation d'examens et principalement tout ce qui est maladies qui vont déformer l'œil avec des compressions extérieures, tout ce qui est exophthalmie et ophtalmie sont vraiment des pathologies qui nécessitent le recours à cet examen d'échographie. L'autre indication de l'échographie, c'est la réalisation de mesures en ophtalmologie. Il y en a 3 auxquelles on peut penser. Le premier, c'est la mesure de l'angle iridocornéen dans le diagnostic et la prise en charge du glaucome chez l'animal. On a, comme chez l'homme, des glaucomes à angle fermé. Cet angle iridocornéen, c'est un espace virtuel, physique, qui est délimité par la jonction entre la base de la cornée et la tache de la sclère, ainsi que la base de l'iris. Il y a ce qu'on appelle un trabéculum qui laisse passer et filtrer le liquide qui est contenu dans le champ antérieur. Ce liquide, lorsque l'angle va être fermé, forcément va s'accumuler et la pression va monter dans l'œil. Deuxième mesure qu'on va pouvoir réaliser, c'est le diamètre cristallinien. Donc l'utilisation est essentiellement lors de chirurgie de cataracte afin de déterminer le diamètre de l'implant qu'on va pouvoir utiliser pendant l'intervention afin d'implanter le patient. La longueur axiale du globe est un élément de calcul qui peut être mis en œuvre pour certains recueils d'informations, c'est surtout utilisé chez l'homme. On pourra ainsi donc déterminer la distance qu'il y a en fait entre la cornée et le pôle postérieur de l'œil. La contre-indication absolue pour l'utiliser l'échographie en ophtalmologie vétérinaire, c'est la présence d'une desmétocèle. C'est-à-dire que quand vous avez un ulcère qui est pré-perforant avec une fine membrane qui persiste au fond de l'ulcère, la position d'une sonde d'échographie peut mettre à mal l'œil et son intégrité et entraîner une perforation de ce dernier. Le choix du matériel. Il y a 4 types d'échographes qu'on va pouvoir utiliser en ophtalmologie vétérinaire. On va les voir ensemble. Il existe des sondes tout intégrées qui intègrent à la fois la sonde et aussi le système d'analyse et qui se relayent avec des images qui sont diffusées sur des ordinateurs par exemple ou sur des téléphones portables. Les échographes portatifs, des échographes on va dire traditionnels sur chariot et des échographes qui sont réellement dédiés à la pratique de l'ophtalmologie. On voit sur cette image l'utilisation d'une sonde 3 en 1, une sonde d'échographie concentrée, donc tout en un,
qui présente l'avantage de donner des images de plutôt bonne qualité, je trouve, avec une fréquence un petit peu faible, 14 MHz, une qualité d'image, donc comme je disais, qui est pas extraordinaire, mais qui permet déjà de voir les grandes dominantes pathologiques au niveau des yeux. Le vrai intérêt de ces appareils sont leur faible coût et le fait d'être vraiment ultra portables. Ils sont à la fois légers, mobiles, donc ils peuvent être déplacés, on peut les connecter à un téléphone portable ou une tablette, donc vraiment une fluidité qui est assez intéressante, avec un frein principal effectivement que cette sonde est vraiment dédiée à l'ophtalmologie, donc ne peut pas être utilisée pour d'autres pratiques. Néanmoins, certaines sondes cumulent plusieurs sondes, donc c'est souvent des sondes 3 en 1 qui existent, avec une sonde linéaire, cardiaque et abdominale, qui en font vraiment un outil au quotidien. Alors c'est souvent des outils d'appoint, c'est pas un outil principal, mais ça peut être intéressant. Les sondes, les matériels d'échographie portatifs. Donc là, vous avez un exemple sur une échographie d'œil sur une chouette hulotte que j'ai pu réaliser il y a quelques semaines de ça. On a du matériel vraiment de très haute qualité, très portable, moins portable effectivement que les systèmes avec reliés au téléphone portable, avec une possibilité d'y brancher différentes sondes et donc d'avoir plusieurs sondes à disposition, donc pas forcément d'avoir un appareil que pour l'ophtalmologie. L'avantage, c'est la qualité d'image, forcément, du moment qu'on a une sonde qualitative, on va avoir des images qui sont tout aussi bien que sur un échographe traditionnel. Le seul vrai inconvénient de ce matériel, c'est le tarif, puisque souvent ces échographes vont être un peu plus chers que l'échographe traditionnel dont vous disposez. L'échographe traditionnel, c'est celui que j'ai tendance à utiliser le plus, voire le seul. Nous utilisons à la clinique un Canon Aplio A, équipé avec plusieurs sondes, comme vous pouvez le voir sur l'image, dont une sonde qui s'appelle la sonde club de golf, qui, comme son nom le porte, vous allez le voir plus tard, ressemble vraiment à un club de golf. On peut y brancher donc de multiples sondes en même temps. La qualité d'image, à mon sens, est la meilleure de ce qu'on peut avoir en termes de définition. L'inconvénient du matériel, c'est que c'est un appareil qui n'est pas portable, donc pas portatif, on ne peut pas déplacer. Et le tarif, lui, il va être modéré, voire élevé, suivant les cas. Les premières machines vont coûter de l'ordre de 10 000 € et on peut arriver jusqu'à plus de 50 000 € pour certaines machines. En ophtalmologie humaine, essentiellement, on utilise des échographes qui vont être dédiés, en général portatifs. Par exemple, sur cette sonde-là, comme on appelle ça le scarabée, la sonde est reliée par un câble USB jusqu'à l'ordinateur et l'ordinateur diffuse cette image en temps réel. La qualité d'image est, pour moi, de moindre qualité qu'avec un échographe traditionnel avec une sonde club de golf. Et il existe donc des sondes qui sont ultra spécifiques, qui ne permettent de ne rien faire d'autre que de l'échographie oculaire. Donc l'inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir brancher plusieurs sondes dans tous les cas, et le tarif qui reste quand même modéré voire élevé, entre 15 et 20 000 €. Pour une pratique exclusive, ça peut se justifier. Pour un exercice intermittent ou une pratique intermittente, effectivement, ça me semble peu cohérent au niveau de l'investissement. Les sondes d'échographie. Les principes physiques sont les mêmes qu'en échographie conventionnelle, c'est-à-dire que vous allez envoyer des trains d'ultrasons qui vont traverser différents milieux, des tissus, du liquide, etc. La vélocité va dépendre de la densité et de la compressibilité du milieu qui va être traversé. Comme toujours, donc si les ultrasons rentrent en contact avec une interface acoustique, ça va entraîner une réflexion plus ou moins importante. Donc soit la totalité ou d'une partie des ondes vers le transducteur qui va du coup générer un effet, on aura des effets hyperéchogènes ou hypoéchogènes, voire anéchogènes, si les tissus sont totalement traversés. Leur fréquence, pour l'utilisation en ophtalmologie vétérinaire, on utilisera des sondes en moyenne entre 7,5 et 50 MHz. Les sondes les plus en resserrant les gammes, on va utiliser des sondes entre 10 et 20 MHz à peu près dans la plupart des cas. Ces sondes de basse fréquence, entre 7,5 et 10-12 MHz, vont pouvoir faire bénéficier d'une faible résolution sous le champ le plus proche. Néanmoins, elles ont une bien meilleure pénétration que les sondes à haute fréquence au niveau des tissus. Ainsi, on pourra les utiliser pour une exploration orbitaire et rétro-orbitaire. Donc même si je vous disais avant que la sonde club de golf a ma préférence, elle est intéressante, mais pour l'examen de la partie donc de l'œil, l'examen endoculaire, par contre, pour tout ce qui est périphérique, espace rétro-orbitaire, etc., privilégier ces sondes à basse fréquence.
Les sondes à haute fréquence, elles, ont une pénétration de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres, 3 centimètres grand maximum. Elles ont une très haute définition des structures sur la chambre antérieure et sont vraiment des sondes très spécifiques. Le mode A et le mode B. Je m'étendrai pas très longtemps dessus. Le mode A, simplement, c'est que vous avez juste une ligne qui, avec des ondes écho qui vont se manifester donc sur un mode unidimensionnel. Assez peu d'intérêt en ophtalmologie, mis à part pour la réalisation de mesures des espaces entre des distances entre le cristallin et la cornée et le cristallin et la rétine. Les sondes, plusieurs sondes, donc 4 sondes à connaître, la sonde sectorielle qui est la plus usitée, la sonde de cardiologie, les sondes linéaires et la sonde club de golf qui est la dernière. Je n'utilise pas dans ma pratique de sonde linéaire, j'en avais une sur mon précédent appareil. Si vous en bénéficiez d'une, pour moi, c'est le meilleur compromis pour un examen ophtalmologique en échographie. On va regarder un petit peu comment ça se passe avec une sonde sectorielle pour positionner sur l'œil du patient. On met une bonne quantité de gel, bien sûr on a anesthésié l'œil avec des anesthésiques topiques comme la tétracaïne ou l'oxybuprocaïne. Et on va positionner cette sonde, on va la positionner dans deux directions, donc un examen donc longitudinal et un examen qui va être vertical. Donc deux positions de sonde pour essayer d'explorer la totalité de l'œil. On voit cette même figuration en image. On voit que là l'intérêt c'est surtout de regarder la partie arrière en fait de l'œil, de regarder toute cette zone rétro-orbitaire permettant de détecter d'éventuels abcès, tumeurs ou autres accumulations de liquide. On voit que la résolution, on va zoomer un petit peu sur l'œil, elle est loin d'être mauvaise, hein, on a quand même des résolutions qui sont bonnes. Alors certains praticiens me disent utiliser des pads plutôt que du gel pour réaliser les échographies, donc c'est une sorte de système rigide. J'en pense pas forcément du bien, je pense que sincèrement en mettant pas mal de gel échographique, vous arriverez déjà en fait à faire pas mal de choses intéressantes. Alors comme toujours, les images les images figées, elles sont moins qualitatives, je trouve, que les images, que les clips vidéo. Donc, n'hésitez jamais à partager plutôt des clips vidéo plutôt que de partager les images fixes d'un œil. C'est quelque chose qui bouge, qui est dynamique, un œil. Donc, vraiment, c'est intéressant et important. Donc là, voici le rendu d'un œil en échographie avec une sonde sectorielle. On peut voir ici l'iris, le cristallin cataracté de cet animal, un cornée ici et le pôle postérieur. Alors difficile à dire si la rétine est en place ou décollée, on n'a pas tout l'œil en image. La sonde de cardiologie. Alors, ce sont des sondes qui sont très spécifiques, par contre, qui ont des fois des fréquences qui peuvent être assez importantes. Néanmoins, pour la qualité d'image sur des tissus mous qu'on explore en ophtalmologie, personnellement, je la trouve relativement insuffisante. Donc, comme on voit sur l'image, on arrive à voir le pôle postérieur. Par contre, difficile de différencier les différents tissus. Quand je vous montre l'image fixe, on voit que c'est le propre d'une sonde de cardiologie, justement, c'est de ne pas être efficace puissante sur les premiers centimètres. Donc, on va rater toute la chambre antérieure et la qualité intermédiaire est relativement mauvaise parce qu'en fait, c'est un appareil qui est censé mesurer des variations de taille, des mouvements, etc. Donc, sur une importante vélocité. La sonde linéaire, c'est une image là que je vous montre de l'ancien appareil que j'utilisais avant, qui était un appareil doté d'une sonde d'échographie linéaire qui montait à 15 MHz. On arrivait à avoir des images quand même très qualitatives, je trouve. On visualisait les deux couches de la cornée, le cristallin, l'iris. Donc vraiment un appareil quand même très qualitatif eu égard à la sonde qu'on utilisait à l'époque dessus. La club de golf, comme je vous disais, pour moi c'est la meilleure sonde en référence. Quand vous regardez l'image qu'on a, on a vraiment une appréciation globale de l'œil qualitative. On va donc basculer, je vous expliquerai un peu plus en détail la technique un peu après. On va faire un balayage en fait, donc latéral de la sonde au niveau de l'œil, après avoir mis bien du gel. On va pouvoir localiser, visualiser par exemple là les corps ciliaires, là les petites barres que vous voyez, en fait c'est la base des corps ciliaires, et on va cheminer tout cela en fait donc pour faire notre examen complet. Ensuite, on change d'axe et on réalise l'examen donc sur l'autre axe. Donc, on va passer sur un mode transverse de la sonde. Donc là, l'animal est anesthésié pour faciliter l'examen en vidéo. Donc, on va positionner notre sonde, on refait l'examen, on remet du gel et on va regarder donc dans les deux axes. Donc, on explore l'œil et on voit bien donc tous les détails qui sont appréciés. Le cristallin qui commence à apparaître. On va zoomer un petit peu.
Donc vraiment, c'est un examen dynamique, hein. Pensez à bouger, à regarder. Quand vous arrivez sur les corps vous zoomez dessus pour voir s'il n'y a pas une tumeur uvéale. Regardez et vous voyez par contre l'inconvénient de la club de golf, c'est la difficulté qu'on a à aller en pôle postérieur. L'image est pas exceptionnelle en fait, dépasser 3 centimètres, c'est les ultrasons ont une pénétration qui sont assez, une pénétration qui est assez mauvaise en fait, hein, donc dans les tissus mous, donc une déperdition importante et une mauvaise appréciation pour moi du pôle postérieur de l'œil, enfin pôle postérieur de l'espace rétro-oculaire. Voilà ce qu'on a en image, sur une image fixe. En fait, alors la cornée, clairement, on la voit extrêmement bien. On voit l'iris, on voit le cristallin qu'il a cataracté dans ce cas-là, ainsi que les corps ciliaires à la base du cristallin. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant. D'autres techniques sont disponibles en imagerie, sont disponibles en ophtalmologie vétérinaire, comme l'UBM, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et l'OCT. Alors l'UBM, qu'est-ce que c'est? L'UBM, c'est de la biomicroscopie ultrasonore. Elle permet des images de très haute qualité, mais sur quelques millimètres en surface de l'œil, et son indication est triple. Dans le premier recours, c'est pour évaluer et mesurer l'angle irido-cornéen avec précision. Deuxième intérêt, c'est d'évaluer les lésions cornéennes pour voir si une lésion cornéenne est perforante ou non. Et enfin, on peut aussi l'utiliser pour apprécier des déformations de l'iris, des masses, des tumeurs, des kystes aériens. L'OCT, lui, il ne fait pas appel aux ultrasons. C'est un appareil qui va faire appel aux infrarouges, qui vont permettre de faire des sortes de coupes histologiques des tissus. Alors, simple préambule, il faut absolument que les milieux soient transparents, donc ce n'est pas de l'échographie. On va pouvoir avoir, par exemple, en fait, de l'OCT de cornée, afin de voir, par exemple, sur cet ulcère perforant qui a été opéré, de voir si la cornée est suffisamment bien reconstruite par le montage qui a été fait. On pourra également regarder en fait les images qu'on a au niveau du fond d'œil et voir vraiment les ultrastructures des photorécepteurs sur ce pôle postérieur afin de visualiser respectivement donc la rétine, la choroïde, l'épithélium pigmentaire ainsi que la sclère. Donc vraiment quelque chose de complet pour apprécier les dégénérescences rétiniennes, les atrophies rétiniennes par exemple. Bien examiner son patient. Il est important de bien le positionner. Alors pour les carnivores domestiques, c'est facile. Positionnez votre animal la tête en l'air, vous appliquez de l'anesthésique, un anesthésique local en collyre, que ce soit la tétracaïne ou l'oxybuprocaïne quelques minutes avant la réalisation du geste, et la contention est extrêmement importante. Je dis souvent, évitez de demander à un propriétaire de tenir l'œil de son animal. Souvent, ils ont déjà du mal de tenir leur animal, mais si vous optimisez la chose en proposant à votre assistante donc une démonstration en maintenant les doigts les plus proches du limbe palpébral, d'écarter délicatement les paupières après anesthésie. L'idée, c'est vraiment que le gel ne doit pas glisser de l'œil. Donc, lorsque la position est en l'air et acquise, et si l'animal est assez sympa, vous arrivez à faire ces examens sans aucune difficulté. Un autre point, donc pour les chevaux, par exemple, vous pouvez vous aider d'écarteurs de blépharostat pour maintenir les paupières ouvertes. Et éventuellement, mais bien sûr là, pour le cheval, c'est plus dur de mettre la tête en l'air, donc vous pouvez tout à fait mettre la tête soit un petit peu de côté, ou déposer votre doigt sous la paupière inférieure, afin de faire un amortisseur pour le gel, pour éviter qu'il ne tombe par terre. Donc ça peut être intéressant pour faire des échographies sur animal éveillé, vigile, debout, chez le cheval. L'échographie transpalpébrale, on peut l'utiliser dans certains cas, par exemple si vous avez des plaies cornéennes, des traumatismes de l'œil ou en post-opératoire après une chirurgie cornéenne par exemple, pour vérifier l'intégrité des milieux endoculaires. Il y a une forte atténuation des ultrasons, donc la qualité d'image que vous obtiendrez sera en général bien moindre par rapport à ce qu'on peut avoir avec une échographie transcornéenne qui, elle, ne nécessite qu'une anesthésie locale et à condition d'utiliser une grande quantité de gel échographique. On voit la technique d'examen en direct, donc sur cette vidéo. L'orientation doit être axiale pour la sonde, donc d'abord sur la largeur de l'œil. Vous pouvez commencer dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. On va vraiment balayer donc de haut en bas en fait avec la sonde, et ensuite on va faire ce même mouvement sur le plan vertical de l'œil. Le cristallin va être vraiment votre point de repère pour savoir si vous êtes centré, puisque en plein centre de l'œil, c'est là où le cristallin est le plus épais. Donc quand vous balayez, vous allez vraiment visualiser ce cristallin, tout ça afin de vous orienter au niveau du globe oculaire, et bien sûr ne jamais perdre de vue l'œil, et bien expliquer à l'assistante qu'elle doit positionner l'animal de façon stable. On balaye avec la sonde, on fait le point sur la partie qui va vous intéresser, donc là en l'occurrence on a fait le point sur la chambre antérieure et le cristallin, et toujours
toujours commencer par l'examen de l'œil à Delphes. Je vous disais tout en préambule de cette présentation que ça peut être vraiment intéressant de voir des cas en fait normaux entre guillemets, des animaux qui n'ont pas de problème à l'œil, donc qui vont être soit anesthésiés ou qui sont extrêmement sympathiques, et de vous entraîner avec votre sonde d'échographie à la clinique afin d'y avoir les images normales. Mais même vous, faites pour les deux yeux, d'une part pour montrer au propriétaire qu'est-ce que c'est que la normalité, s'il n'y a qu'un seul œil qui est atteint, et deuxième raison, c'est pour explorer complètement l'animal. C'est comme quand vous faites une échographie abdominale, vous ne faites pas que les reins, vous faites tous les organes qui sont situés dans la cavité abdominale. Le mode Doppler peut être utilisé dans certains cas. Alors, il n'est pas disponible sur les sondes linéaires. Il va être disponible, sur les sondes Club de Golf. Il va être disponible sur les sondes sectorielles essentiellement. L'appréciation et l'utilisation du Doppler, c'est vraiment pour voir si une lésion éventuellement proliférative est vascularisée ou non, si c'est un kyste ou pas du coup, et donc dans l'appréciation des néoplasies, et aussi dans l'évaluation de la persistance de l'artère hyaloïde, qui est une rémanence d'un tissu vasculaire embryonnaire qui normalement disparaît à la naissance, et c'est un vaisseau qui relie la rétine avec le pôle postérieur du cristallin, et dans certains cas et certaines races, on peut avoir des persistances de cette artère qui peut être ou non active avec du sang à l'intérieur. On rencontre surtout cette pathologie chez le Doberman, qui est une race particulièrement atteinte. Les structures normales, donc comme on voyait tout à l'heure, donc au niveau des structures anatomiques, je vous ai positionné cette image d'échographie de la même façon que la coupe d'œil qui est là. En premier lieu, vous allez voir donc la cornée avec deux couches, l'épithélium cornéen et l'endothélium cornéen, la chambre antérieure qui apparaît donc anéchogène, le stroma cornéen, j'ai oublié de vous dire, qui apparaît lui-même anéchogène, donc vraiment coincé en sandwich entre l'épithélium et l'endothélium. La capsule antérieure du cristallin, capsule postérieure, l'intérieur du cristallin étant en général anéchogène, et l'iris qui va être positionné en contact direct avec le cristallin. À la base de l'iris, on va voir les corps ciliaires, les process ciliaires, et dans certains cas, si on est chanceux, on peut voir donc les onules, les fibres onulaires qui s'étendent entre les process ciliaires et le cristallin, la base du cristallin. Le segment postérieur est objectivé à l'aide du vitré, qui est une structure sous forme de gel, qui est totalement transparent, donc en général anéchogène. On peut avoir des petites images, des artefacts qui vont être positionnés en arrière du cristallin lorsque la densité du cristallin est augmentée, vu que, par exemple, dans ce cas-là, on a de la cataracte dans son cristallin. Et ensuite, on verra le segment postérieur. Donc rien ne dissocie la rétine du reste des structures. Donc à l'état physiologique, vous ne pouvez pas visualiser juste la neurorétine. Vous voyez un bloc compact qui est composé des différentes structures, mais on va revenir dessus. Donc la cornée. Donc votre cornée, c'est une double interface qui va apparaître à l'échographie sous la forme de deux lignes hyperéchogènes avec une épaisseur moyenne entre 500 et 700 microns. Ça dépend des espèces, de la taille de l'animal et des affections présentées. La chambre antérieure, elle était anéchogène, très pauvre en protéines et cellules, donc vous verrez rarement en fait des éléments présents en suspension dans la chambre antérieure. Mais en cas d'uvéite, vous allez pouvoir vraiment un effet tyndal qui se voit à l'échographie, un peu comme quand vous avez des cystites chez le chat. Ces cystites, vous allez voir en fait une sorte de mouvement brownien qui se diffuse à l'intérieur de la partie anéchogène, donc à l'intérieur de la vessie. C'est la même chose pour la chambre antérieure, et ça, vous pourrez visualiser directement ces particules en suspension. L'autre chose, n'hésitez pas à faire bouger votre œil, donc d'appuyer dessus avec la sonde si vous avez l'impression que vous avez par exemple une instabilité du cristallin. Donc en cas de luxation ou subluxation du cristallin, il faut absolument essayer de mettre en évidence ce mouvement pendulaire en appuyant légèrement sur le globe avec la sonde. L'iris, lui, va paraître relativement hyperéchogène avec une épaisseur qui est souvent constante sur toute sa surface. Le cristallin, comme on a dit avant, on visualise souvent capsule antérieure et postérieure. Il peut être délicat d'apprécier ces deux capsules de manière indépendante. Souvent, on peut se retrouver avec des capsules qui se voient l'une puis l'autre, mais jamais les deux en même temps. Le noyau et le cortex du cristallin sont les parties centrales, donc noyau le plus en centre, le cortex en périphérie. Ces structures sont théoriquement anéchogènes sur un animal normal. Et aussi bien regarder la position du cristallin, voir s'il n'est pas de travers. En fait, sa position par défaut, il doit être en appui juste à l'arrière de l'iris. À la base du cristallin, vous allez retrouver, comme on disait tout à l'heure, les process ciliaires ainsi que les corps ciliaires. Ces structures, en fait, ici anatomiques, qui vont tenir les fibres de la zonule, qui vont attacher directement le cristallin.
Leur aspect échographique en général est uniforme, en forme de palissade, et on voit parfois des adhésions, des adhérences avec le cristallin. La rétine et le vitré. Donc, il est, comme je vous disais tout à l'heure, le vitré, il est totalement anéchogène et la rétine n'est pas dissociable de la choroïde ni à l'épithélium pigmentaire, donc elle est anormale. Vous ne pourrez pas savoir qu'est-ce qui est la neurorétine, qu'est-ce qui est éventuellement la choroïde. La papille du nerf optique, elle n'est pas toujours visible, mais quand elle l'est, on le voit bien sous la forme d'une sorte de petite capsule hyper échogène qui peut être en relief dans certains cas ou en dépression, donc à l'état physiologique. L'espace rétro-orbitaire, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser des sondes linéaires mais de moindre fréquence, en diminuant la fréquence. Elles vont permettre aussi donc d'explorer cette partie-là. On va voir un cône qu'on dit un cône hyperéchogène en arrière du pôle postérieur de l'œil. Ce cône, il va être tout autour du nerf optique. On va pouvoir aussi, dans certains cas, visualiser les muscles oculomoteurs qui, à l'état physiologique, peuvent être difficiles à visualiser. Mais en cas de myosite, par exemple, des muscles extraoculaires, on pourra visualiser des cordons hyperéchogènes le long de ces structures musculaires. Tout cet espace est entouré par du tissu conjonctif. Donc à l'échographie, on va le voir comme on verra un tissu conjonctif traditionnel au niveau de l'organisme. Les pièges. Il y a un piège principal qui est la visualisation de pseudo-tumeurs, mais bien souvent lorsque l'iris va être soit pharmacologiquement, soit que l'animal est stressé en consultation, vous pourrez tout à fait en fait avoir l'impression que l'iris est rétracté, mais surtout que l'iris est déformé et surtout à sa base. Cet aspect pseudo-inflammatoire avec un côté hyper échogène et surtout une hétérogénéité dans l'épaisseur de la lame de l'iris doit vraiment vous faire suspecter rien du tout. C'est pas une pathologie, c'est quelque chose d'assez traditionnellement observé. Les artefacts. On peut voir des artefacts, donc ces artefacts acoustiques qui peuvent se produire. Ce sont souvent des petites bulles d'air en fait qui sont emprisonnées entre la pointe du transducteur et l'œil. Et vous allez pouvoir voir, ça va souligner cette lésion en fait ici, enfin cette lésion, cette observation. Par contre, pour la différencier en fait du cristallin, vous noterez qu'il n'y a pas de capsule antérieure ou postérieure et la forme est beaucoup plus ronde que celle du cristallin. Mais c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment, sachant que ces artefacts qui vont se produire sur les interfaces de haute réflexion, la première atteinte étant la capsule du cristallin antérieure et postérieure, mais on peut également avoir ce genre d'effet sur un cristallin artificiel ou sur l'os orbitaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette première présentation. Le bilan aujourd'hui, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que faites des échographies, systématisez ces examens en fait et essayez de voir déjà ce qui est normal, utilisez votre propre matériel pour vous faire une idée de la qualité de ce dernier et ayez recours à cet examen dès que vous aurez un œil dont les milieux ne sont plus transparents. N'arrêtez jamais votre examen parce que vous n'avez regardé que le segment antérieur et que vous ne pouvez pas accéder au segment postérieur, même si vous le référez à un vétérinaire ophtalmologue. C'est très intéressant et important que vous fassiez cet examen complet, que ce soit pour vous ou pour le propriétaire. La sonde linéaire est fortement conseillée, même à minima. La sonde club de golf est vraiment l'idéal dans notre pratique, à mon sens. Très important donc d'intégrer cet examen complémentaire dans votre examen ophtalmologique, en n'oubliant pas les autres tests que vous devez réaliser en préambule. Par exemple, si vous avez anesthésié l'œil en vue de faire une échographie, vous ne pourrez plus faire de tests de Schirmer, donc faites déjà les tests de Schirmer en premier lieu, tout ce qui est évaluation de la fonction visuelle et la mesure de la pression. Une fois que vous aurez du gel sur l'œil, ça va être compliqué d'avoir des valeurs plutôt fiables de la mesure de pression. Je vous laisse un peu de bibliographie à parcourir le cas échéant. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages autour de l'ophtalmologie vétérinaire dans la discipline de l'échographie. Donc je vous recommande la lecture de ces 3 articles qui ne sont pas forcément tous très récents. Il serait intéressant de développer un atlas spécifique dédié à l'ophtalmologie vétérinaire pour la pratique de l'échographie. Je vous présente également le podcast d'ophtalmologie que j'ai développé depuis septembre 2023, qui s'appelle L'œil au clébard, une émission à visée des vétérinaires et du personnel soignant. Chaque mois, on aborde des pathologies oculaires différentes avec des personnes, des spécialistes de renom, qui vont nous donner leur point de vue, leurs trucs et astuces, et parler un petit peu d'eux. Donc je vous invite à suivre ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast actuelles. C'est un podcast vraiment pour mieux connaître les maladies oculaires, donc chez les chiens, les chats et les nacs. Donc je vous laisse découvrir cela avec différents intervenants que vous voyez à l'image.
Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette présentation. On parlera à ce moment-là des pathologies, oculaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me contacter directement ou de passer, par mon site, visionanimal.fr. À très bientôt.